Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence. Alors, je vous préviens tout de suite, la communication qui va suivre, euh, géographiquement, ne s'éloigne pas beaucoup de la présentation précédente. Tout à l'heure, nous étions dans le Roustine, désormais, nous serons dans l'Ampougnaille, donc de l'autre côté du San Pedro. Donc, je vais vous présenter les fortifications des Cortines et des Lumi et les premiers résultats en réalité d'une étude documentaire qui a commencé en 2025 et qui n'est pas finie, qui est une opération pluriannuelle. Cette opération de prospection thématique s'inscrit dans le cadre de ma thèse de doctorat. Je travaille sur les élites médiévales dans le nord-est de la Corse, donc sous la direction de Vanina Mark Ivan Kovlart, qui nous fait l'honneur de sa présence, de Daniel Istria, qui m'éclaire de ses conseils. Et l'opération de prospection est aussi, bénéficie aussi de l'aide d'Émilie Thomas, que vous entendrez demain pour un certain nombre d'opérations qu'elle mène en préventif et en programmé. Donc, pour commencer, je vais vous présenter ce château de Loum dont je vais parler longuement, et sur la famille, en tout cas, qui l'a possédé du début du XIIe siècle jusqu'au milieu du XIVe siècle inclus. Ce château sur lequel je travaille depuis bientôt 7 ans maintenant, comme on peut le voir à la photographie de droite, qui a été prise donc en 2019, lorsque j'ai commencé mon master de recherche sur cette famille Cortinki. Et ce château qui est le centre d'une seigneurie sur laquelle je vais revenir. Pour vous parler de cette prospection, je vais d'abord vous présenter d'abord en quelques mots rapides la famille des Cortinck. Ensuite, je vous présenterai la méthode que j'emploie, que j'utilise, et enfin les premiers résultats, les perspectives finalement pour l'étude de terrain de l'année 2026. Pour commencer, il faut revenir sur cette famille Cortinck que je vous évoque depuis tout à l'heure, qui peut-être vous intrigue. Elle est apparue en Corse, en tout cas, selon la chronique de Giovanni della Grossa, vers la fin du XIe siècle, ce qui correspond à peu près au moment où les marquis de Massa, donc des seigneurs italiens de la côte toscane, ont envahi la Corse et se sont installés durablement dans le nord de la Corse. Ces Cortinques ont connu une expansion assez spectaculaire. Vous avez en rouge et en rose la Terra Cortinca, qui en fait est un pôle seigneurial très complexe à étudier et qui, dans les textes des chroniques médiévales, représente en quelque sorte les territoires sous domination directe ou indirecte de la famille. En marron, je vous ai mis la seigneurie du Nebbio, qui à un moment tombe sous la dépendance des Cortinci dans la première moitié du XIVe siècle. Donc cette famille Cortinci, qui démarre assez modestement, peut-être en tout cas comme vassaux des marquis de Mas, finit par prendre son indépendance et constitue un bloc seigneurial que vous pouvez voir assez important. Si on raisonnait en termes de kilomètres carrés, ça équivaut à environ 3000 kilomètres carrés, donc pratiquement un tiers de la Corse, puisque la Corse s'approche des 9000. Au sein de cet espace, donc de la Terra Cortinca, on peut distinguer plusieurs seigneuries autonomes. Je ne m'avancerai pas plus pour le moment parce que c'est très complexe à étudier. Et c'est la seigneurie des Cortinci de Lumino. Je vous ai mis une autre carte pour vous montrer un peu les différentes seigneuries qui existaient, en tout cas au XIVe siècle. En rouge, l'espace dominé par les Cortinci. En vert, celui qui était originellement, en tout cas, sous la présence des marquis de Mas. Donc c'est une carte que j'ai faite il y a plus de 5 ans, lors de mon mémoire de master, que j'aimerais bien actualiser encore, puisque j'utilise à ce moment-là un découpage par pied. Je pense qu'on peut encore affiner. En bleu, donc du bleu marine jusqu'au bleu clair, vous avez la seigneurie de Chinarque, enfin l'espace des Chinarchesi, donc, qui est l'autre groupe seigneurial, l'autre pôle seigneurial de la Corse, et qui occupe, comme vous pouvez le voir, tout le département de la Corse du Sud actuel. Donc cette seigneurie des Cortinci-Nulum, elle est bien documentée. On la voit notamment donc, dans cet exemple que je ne vais pas vous lire, ce serait fastidieux, de la correspondance de l'infant d'Aragon avec Castruccio Casargagne, qui est un seigneur lucquois. Et les Cortinci-Nulum apparaissent en tout cas comme un des groupes seigneuriaux que l'infant d'Aragon doit prendre en compte dans son optique d'envahir la Corse. Il y a plus de 2 ans maintenant, j'avais préparé une carte pour vous aider à localiser un peu cette seigneurie. Donc, en jaune, le carré jaune, vous avez le château de Lumito dont il est question depuis tout à l'heure, qui se situe aujourd'hui sur la commune de Scade. Vous avez en noir d'autres fortifications
qui, elles, ont été repérées en amont de mon travail, donc par mes prédécesseurs, et que j'ai représenté ici sur QGIS, à partir d'une base de données, d'un SIG, que j'alimente constamment. Donc pour l'instant, vous n'avez pas les données actualisées, vous n'avez pas les données récentes. Pour des raisons de confidentialité, pour d'autres raisons, je les garde pour la publication de ma thèse, donc dans quelques années. Donc le territoire en rouge correspond à l'Ampougnane, vous avez en vert l'Oritz, en orange Mauriagne et la Tavagne, et tout ce qui est au nord de la Tavagne et de l'Ampougnane, c'est la Casinca. Donc tous ces territoires ont appartenu plus ou moins directement au corting de la seigneurie de Loumine. Maintenant, je vais vous expliquer en quelques mots aussi la méthode que j'emploie pour essayer de faire l'inventaire raisonné de cette seigneurie des Cortines de Lumido. L'inventaire des fortifications, évidemment. Donc d'abord, je croise différents types de sources. Alors, parmi les sources que j'ai tout à l'heure mentionné la chronique de Giovanni della Grosse, qui est une chronique du XVe siècle, qui est essentielle pour l'histoire de la Corse médiévale, qui a fait l'objet, il y a quelques années, d'un projet d'édition numérique critique, un projet qui a été donc, dirigé par Vanina Marc, Ivan Koblart, Jean Cancellier, Émilie Thomas également pour la partie archéologique. Et dans le cadre de ce projet, Émilie Thomas avait fait notamment une prospection thématique pour relever tous les sites mentionnés par la chronique et les intégrer. Donc vous pourrez aller voir sur le site, je n'ai pas mis le lien, mais vous pourrez aller voir sur le site qui est en ligne de l'édition numérique critique. Il y a un certain nombre de sites mentionnés dans la chronique qui ont été cartographiés. L'extrait de la chronique qui est ici, qui est assez célèbre, explique comment le fondateur hypothétique de la famille Corting a construit le château à Loum et comment, à partir de ce château, il y a eu une expansion à Mauriagne, en Casinque, et donc en fait, de l'Ampougnane jusqu'à la mer Tyrrhénienne. Parmi les autres documents, il y a des documents plus concrets, pour des historiens en tout cas, des documents d'archives. Ici, je vous ai mis des serments de fidélité qui ont été collectés en 1289 par Lucchetto Doria, qui était le capitaine génois en Corse, qui est en train d'envahir la Corse, et qui collecte des serments de fidélité parmi les seigneurs. Et donc je vous demande de me croire sur parole. Ici, ce sont les très nombreux seigneurs de Luumido qui prêtent serment de fidélité. J'ai essayé de zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Donc vous avez Wilfut ou Cortincus de Lumeto. Et ces différents personnages qui sont connus en fait grâce aux documents d'archives ne l'était pas forcément par la chronique, vous voyez. Donc, d'où l'intérêt de tout croiser. Ici, je vous ai mis d'autres documents qui sont des archives de Pise et des archives de Milan. Pareil pour les archives de Pise, je vous demande de me croire. C'est un document du XVIIe siècle, début XVIIe siècle. Donc là où il y a la souris qui s'affiche normalement. Vous voyez Antampalo dallo Mido di Lampugnane, donc un personnage qui en tout cas habite encore le lieu. Et alors qu'on est début XVIIe siècle, et ce qui démontre une continuité du site, en tout cas jusqu'à ces périodes, ce qui est assez impressionnant. Vous avez ensuite une lettre de Giudicello Corting, donc je vous l'ai mis ici pour illustrer le type de document que j'étudie pour ma thèse et que j'ai pu utiliser aussi dans cette étude documentaire. Autre type de document, donc le plan terrier. Ici, le plan terrier de la commune de Scade. Comme ça, vous voyez précisément où est situé le castel, l'ancien castel de Loumino, qui est ici. Je précise qu'il est évidemment en ruine, parce qu'au milieu du XIVe siècle, les seigneurs sont renversés, ils sont chassés du pouvoir, et une grande partie des fortifications insulaires sont détruites. Les seigneurs sont donc chassés du pouvoir, et c'est le cas à Loumino. Néanmoins, le site, je l'ai expliqué tout à l'heure, reste habité, c'est-à-dire qu'il est réoccupé par des populations, peut-être les descendants des Cortings, en tout cas, il est réoccupé, réinvesti, et dans les documentations plus tardives, je pense au registre de taille du XVe siècle, donc mis en place par les Génois, la taille c'est l'impôt, registre d'impôts, registres fiscaux, vous avez entre 5 et 6 feux à Loumidou, ce qui équivaut à environ entre 15 et 25 personnes. Donc la première chose à faire, c'était de constituer ce corpus de sources, qui, comme vous pouvez le voir, est très varié. Il y a du corpus narratif, la chronique de Giovanni della Grosse, il y a de la cartographie, et il y a aussi des documents d'archives. Alors maintenant, je vais présenter rapidement comment, concrètement, je croise les sources.
Alors, ici, j'ai pris l'exemple de la chapelle San Giorgio. Pour ne pas vous donner un exemple sur des châteaux un peu confidentiels, je vous ai mis un site qu'on connaît, même s'il n'est pas renseigné dans la carte archéologique nationale, je précise. euh, il y a beaucoup de sites médiévaux qui ne sont pas renseignés sur la carte archéologique nationale, et un des enjeux de cette prospection, ce sera de les renseigner à terme, de faire une fiche de renseignement de site. Donc, vous avez par exemple ici la carte topographique de l'UGN. Vous avez la chapelle San Giorgio ici, donc légèrement au nord par rapport au point orange. Ici, vous avez la vue satellite d'après le site Géoportail. Donc, San Giorgio est ici. Et comme vous pouvez le constater, la région que j'étudie est recouverte d'un épais couvert forestier. Et ce qui ne facilite pas la prospection pour des raisons techniques que vous imaginez bien. La vue satellite donc a ses limites et ne suffit pas toujours, vraiment pas. Donc je vais plutôt étudier à partir de la toponymie lorsque j'ai la possibilité d'avoir des lieux-dits. Parfois aussi, je regarde grâce au plan terrier, qui est parfois plus prolixe, plus détaillé en tout cas. Et donc c'est le cas pour la chapelle San Giorgio. Également, j'ai recours au lidar, qui permet de faire apparaître, en faisant fi du couvert forestier, les différents bâtiments. Donc, je ne sais pas bien si on voit, mais là où il y a la souris, vous voyez un petit bâtiment, c'est la chapelle. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, en amont de l'étude de terrain, se préparer à repérer des sites avant d'aller vérifier sur place la nature de ces sites. Et je vous remets cette seigneurie de Cortinchi de Lumino. Grâce à cette prospection, grâce à cet inventaire raisonné, j'espère faire apparaître plusieurs choses. Le réseau de fortification en lui-même, la densité de ce réseau et la hiérarchisation interne. Il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué encore, mais qui rajoute de la complexité, c'est que cette seigneurie, en tout cas la seigneurie en Corse, présente des particularités qui sont celles de la gestion de ces seigneuries. Au lieu d'avoir un seul seigneur à la tête de la seigneurie, vous avez généralement un système co-seigneurial, ce qui fait qu'il y a plusieurs seigneurs pour une même seigneurie, ce qui implique plusieurs choses. Tout à l'heure, je vous ai montré les serments de fidélité de 1289. Donc il y a une dizaine de co-seigneurs. C'est comme une entreprise. Vous avez une dizaine de sociétaires qui possèdent l'entreprise. Et je suppose très fortement que ce château de Luminou est certes la capitale de cette seigneurie de Luminou, mais je pense qu'il y a des fortifications moins importantes, mineures, qui servent à abriter les différents co-seigneurs. Et ça, c'est une hypothèse que j'aimerais démontrer. Et donc, les perspectives pour le terrain de l'année 2026. D'abord, donc, intégrer les différents sites découverts dans la carte archéologique nationale. Je vous l'ai dit, il y a un manque de données, il y a un manque de renseignements. Ensuite, les différents sites, lorsqu'ils sont découverts, il faudrait essayer de déterminer leur fonction, leur forme, et enfin les intégrer donc dans ce réseau castral. L'intérêt de faire tout ça pour ma thèse est vraiment primordial, puisque ça va me permettre de documenter sur le terrain une seigneurie qui est connue dans les textes. Je vous remets la carte du début sur les différentes seigneuries en Corse. Figurez-vous que pour la période du XIIIe siècle, la seigneurie des Cortinques est beaucoup mieux connue que les seigneuries des Chinarchesi. C'est l'inverse plus tard, puisque les Chinarchesi récupèrent le pouvoir à l'issue de la révolte, en la personne de Arrigo della Rocca, Vincente Lodi, que tout le monde connaît. Donc pour cette période de la première moitié du bas Moyen-Âge, je pense que l'archéologie peut permettre de démontrer et d'explorer de nouvelles théories. Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste. 6 minutes. Bon, alors j'ai le temps de préciser d'autres choses. Si je devais revenir rapidement sur cette carte, je préciserais deux choses. Je vous ai mis ici un découpage communal qui bien sûr a ses propres limites. C'est pas du tout, les communes actuelles ne correspondent pas du tout aux communes de l'époque médiévale, mais c'est pour illustrer deux choses. Cette seigneurie, comme vous voyez, elle est à la fois sur l'intérieur et à la fois ouverte sur la mer. Donc un des enjeux aussi de ma thèse, c'est de repérer les débouchés économiques
des Cortinchi du Lumido en direction de Pise, en direction de la Toscane. Et on ne voit pas sur cette carte, mais vous avez légèrement au nord l'étang de Curlie, dont a parlé Claudia tout à l'heure. Vous avez la vallée du Fiumalto, ici, qui se jette à cet endroit, et qui est un lieu de mouillage et de cabotage, ce qui tente à démontrer que cette seigneurie des Cortinchi du Lumido n'est pas une seigneurie tournée exclusivement vers l'intérieur, au contraire, c'est aussi une seigneurie qui est ouverte sur l'extérieur, qui a des relations économiques, qui a des interactions politiques. Si je devais ajouter des choses plus précises encore, je dirais que dans la documentation du XVe siècle, le château, même s'il a été détruit, est encore occupé, comme je vous l'ai dit, et apparaît donc dans la documentation comme intimement relié à des sites qui, eux, sont plutôt du côté de la Tavagne, donc en fait, qui suivent le fleuve Fiumalto. J'ai eu tout à l'heure une discussion très intéressante avec Laurent Casano sur l'importance des cours d'eau, et effectivement, ce que cette carte ne laisse pas encore apparaître, mais je ferai en sorte de faire apparaître dans mon SIG, c'est le lien étroit entre les fleuves, les ruisseaux, les rivières, et la présence d'habitats, certes, mais bien sûr la présence de fortifications. Parce que comment soutenir un siège sans avoir accès à l'eau? Et des sièges, il y en a eu plusieurs. Je pense à la conquête génoise de 1289, dont j'ai parlé tout à l'heure. Très peu de châteaux ont réellement soutenu un siège de longue durée. C'est le cas du château de Petrélérade, par exemple, qui a subi un siège de quelques jours, ce qui est peu quand on compare au siège de Troie ou à des sièges sur le continent. Mais par rapport aux autres châteaux corses, c'est énorme, puisque les Cortinchi de Lumido, dont il est question, eux n'ont même pas décidé d'affronter l'armée génoise et ont préféré se rendre à Biguglia, se rendre à Castellare di Casinca, à Belfiorito, donc à Vescovato di Casinca, pour prêter serment immédiatement à Luccheto Doria, sans combattre. Donc les châteaux corses sont conçus pour être des points militaires, des points de vue, des points de surveillance. Ils ont une fonction symbolique, évidemment, une fonction d'assurer un statut, mais au point de vue militaire, les armées génoises plus entraînées, plus nombreuses, sont beaucoup plus efficaces que les fortifications. Je citerai là mon directeur de thèse, Danielis Ria, dans sa thèse. Bien souvent, c'est le site qui fait la force du château. Ce n'est pas les fortifications humaines, même si elles jouent un rôle bien sûr non négligeable pour les guerres du Moyen-Âge, mais c'est d'abord le site. Or, le site de Lumido n'est pas du tout comme le site de Petrélérade, qui est l'autre château des Cortinchi, donc Petrélérade, qui est ici dans la plaine d'Aléria, enfin qui surplombe la plaine d'Aléria. Lumido n'est pas du tout difficile d'accès. Les gens qui connaissent un peu la région savent qu'il surplombe la vallée du Fiumalto, donc il est conçu pour affronter en tout cas les seigneuries qui viendraient du nord, les ennemis qui viendraient du nord, mais pour quelqu'un qui viendrait du sud, de l'Empugnane, il est assez facile d'accès. Combien de temps est-ce qu'il me reste? 2 minutes. Ah non, mais moi, plus j'ai de temps pour parler, plus je suis content. Si je devais aussi revenir, je dirais que, on ne le voit pas sur la carte, mais en face de cette seigneurie de Lumido, vous avez l'île de Monte Cristo. Et sur cette île de Monte Cristo, il y a un monastère bénédictin. Et ce monastère est en constante interaction avec ses Cortinchi de Lumido. Déjà, au XVIIe siècle, encore, les moines de l'abbaye qui se sont ensuite déplacés jusqu'à Pise fournissent les documents dont je vous ai parlé. Et pour le Moyen-Âge, il y a interaction. C'est-à-dire qu'au milieu du XIIIe siècle, lorsqu'il y a conflit entre l'évêque de Mariana et les moines de Monte Cristo, eh bien c'est Opizzo Pernice de Lumido qui est un des procurateurs des moines de l'abbaye. Il y a une étroite corrélation entre ces moines et ces Cortinchi. Et lorsqu'il y a des donations pieuses, donc c'est un phénomène qui est assez bien connu des historiens, avant de mourir, vous léguez une partie de vos terres à des abbayes pour gagner entre guillemets votre place au paradis. Et c'est ce qu'auraient fait les ancêtres des Cortinchi. Et c'est pour ça que le monastère de Monte Cristo est intimement lié à toutes les possessions des Cortinchi dans la région. Bon, sur ces paroles, je pense que je peux m'arrêter et je reste à votre disposition.